faire suite à toute cette série de conférences sur les droits de l'homme et du citoyen dans la Révolution française. C'est la question justement de comment pouvait-on en fait réconcilier terreur, répression et droits de l'homme. Et je vais essayer de répondre à cette question à travers le cas de Prieur de la Marne, dont je suis en quelque sorte la spécialiste. J'ai fait ma thèse sur lui. Il s'agit d'un compagnon de route de Robespierre. On parlera très brièvement de son parcours sous peu, mais j'aimerais commencer par une introduction un peu plus générale au thème qu'on va aborder. Donc le sujet qu'on m'a donné, c'est un défi, c'est un sujet un peu délicat, mais à mon sens plus important que jamais aujourd'hui. Il y a une tendance généralisée dans la culture que vous n'ignorez sans doute pas, à réduire toute la révolution à la violence, à l'imagerie de la guillotine, voire à reprendre carrément le récit thermidorien d'une dictature de Robespierre. Tout ça est désormais amalgamé grâce à François Furet à tous les totalitarismes. Et c'est même une attitude qu'on peut trouver malheureusement encore parmi les historiens. Sans citer des noms, je connais plus d'un spécialiste des Lumières, malheureusement, qui veut à tout prix séparer les Lumières de la Révolution, justement pour les sauver de la stigmate de la terreur. C'est qui est plutôt dommage à mon sens, dans la mesure où la Révolution, sans être fille des Lumières, comme on l'a dit, a quand même continué à innover dans le sens des Lumières. Il devrait aller sans dire qu'il ne s'agit pas du tout pour moi de nier l'existence de mesures violentes ou répressives à l'époque révolutionnaire, et encore moins celles des abus qui se sont commis. Il ne s'agit pas de justifier tout cela, mais de comprendre ces mesures répressives dans le contexte et de se dire que dans la mesure où certaines de ces mesures ont pu être justifiées, mais aussi dans la mesure où l'époque a connu des erreurs et des abus dont on voudrait tirer leçon, on ne tirera la bonne leçon qu'en les comprenant dans leur contexte. Et donc, le diapo, c'est... Je vais revenir au diapo. D'accord. Ici, je n'arrive pas à le mettre. Ok, d'accord. Donc, je vous mets le plan et j'espère que j'aurai le temps de parler de tout parce qu'il y a quand même beaucoup de thèmes à aborder. Mais en tout cas, dans un premier temps, comme je disais, je vais parler des termes un peu généraux du débat autour de la terreur, autour de ce que... je vais rappeler ce que sont que les droits de l'homme et du citoyen, même si, normalement, si vous avez suivi les autres conférences de cette année, vous en avez déjà une certaine idée. Et c'est après que je vais aborder le cas de Prieur de la Marne en particulier. Et donc, pour commencer, j'aimerais juste faire quelques rappels sur l'historiographie. Il y a en quelque sorte, où il y avait pendant longtemps deux récits standards qui ont des divergences importantes entre eux, mais qui en même temps se sont mis d'accord sur un certain nombre de points que on va voir sont plus que discutables, mais selon ces récits standards, à un moment ou un autre de 1793, il y a plusieurs dates qui sont retenues, mais la plus courante, c'est celle de la journée populaire du 5 septembre 1793. La Révolution a basculé dans la terreur avec un T majuscule, définie comme une sorte de période unique de la violence et de la répression centralisée. Et la Révolution sort de cette terreur à la suite de l'élimination de Robespierre et de ses amis le 9 Thermidor en 2.
Et on explique de différentes manières cette terreur et ses origines. Elle est vue soit comme, et ça c'est plutôt à l'école dite libérale, et plus près de nous, Furet et ses disciples qui disent que la terreur c'est une dérive démagogique, fruit de l'idéologie révolutionnaire, ou du moins de son expression démocratique. D'un côté, on a cette version-là du récit, de l'autre, on a l'idée que, et ça c'est plutôt associé à l'école sociale de la Révolution, avec notamment Georges Lefebvre, Albert Soboul, etc., qu'il s'agissait d'une dictature de salut public, où on mettait de côté les principes pour défendre la République qui était assiégée de toutes parts. Et donc ça, c'est un peu le nœud du débat classique sur les origines de la terreur, entre idéologie et circonstance. Je ne vous cacherai pas qu'à mon sens, ce débat n'avait pas vraiment lieu d'être, et on peut passer au diapo suivant, et même au numéro 4, éventuellement. Voilà. Merci. Et donc, pour moi, ce débat n'avait vraiment pas lieu d'être parce que, à mon sens, il est absurde de vouloir expliquer les mesures extraordinaires prises par les révolutionnaires en faisant totalement abstraction de la guerre étrangère et civile, comme le veut l'explication de l'idéologie pure. Et ce, parce que prendre des mesures extraordinaires et répressives en temps de guerre, c'est plutôt la règle que l'exception dans l'histoire. Le contraire aurait été extrêmement étonnant. Ceci dit, le fait même d'avoir pris ces mesures est beaucoup moins intéressant que la nature des mesures prises, à mon sens. À quel moment on les a prises, qui et quoi était ciblé, qui devait les appliquer, etc. Et c'est là où cette question d'idéologie ou de principe peuvent effectivement être intéressants à interroger. En d'autres termes, la guerre explique l'exception, ou plutôt, pour utiliser les termes du droit naturel que l'on aurait compris à l'époque, l'état de guerre est l'exception, mais les principes expliquent en partie les contours de cette exception, la nature des mesures qui ont été prises. Or, récemment, on a vu émerger d'autres explications pour la terreur, encore une fois avec un T majuscule, au-delà de cette question d'idéologie versus circonstance. On a souligné le rôle des émotions, et notamment le besoin de conjurer la peur que les révolutionnaires ressentaient face à la menace réelle de la contre-révolution, de tous ceux qui voulaient le retour à l'ancien régime, en retournant la peur ressentie par les révolutionnaires contre leurs ennemis. Et certains d'entre vous ne sont pas sans savoir que Georges Lefebvre avait déjà écrit à son époque que dès 1789, la Révolution a été caractérisée par une sorte de tiraillement entre la peur et l'espérance. Et donc, c'est vraiment une idée un peu plus ancienne qui a été reprise de nos jours comme explication de la terreur. Je trouve qu'on laisse beaucoup de côté l'espérance, ce que je trouve dommage, mais voilà, c'est surtout cette émotion de la peur qui est mise en avant. À noter aussi que, selon les auteurs, l'émotion n'est pas toujours comprise de la même manière. Chez les uns, c'est un moyen de dire que les choix des révolutionnaires n'étaient pas purement rationnels. Chez d'autres, Sophie Vanish notamment parle de la raison sensible des révolutionnaires. L'émotion n'est pas opposée à la raison, elle travaille en quelque sorte ensemble et sont source ensemble de connaissances légitimes, un peu dans le sillage des philosophes dits sensualistes comme Condillac. Mais en tout cas, on a mis en avant cette explication de la terreur par l'émotion. Ensuite, il y a d'autres historiens comme l'historienne britannique Marissa Linton qui parle du choix de la terreur. Il faut choisir la terreur pour montrer qu'on est vertueux. Il y a une exigence de vertu et de transparence. L'idée étant qu'un bon républicain doit être prêt à sacrifier ses amis si c'est ce que le bien public exige.
Mais à mon sens, cette clé explicative correspond beaucoup mieux à la lutte des factions en particulier que tout ce qu'on met sous le terme de la terreur avec un T majuscule. Et enfin, beaucoup d'historiens, dont on peut citer Michel Biard avant tout, ont remarqué le caractère improvisé des différentes mesures qu'on met sous le terme de terreur avec un T majuscule. Ces mesures étaient adoptées à différentes époques, souvent pour des raisons pragmatiques et par différents acteurs, ce qui remet en cause l'idée d'une terreur unifiée ou programmatique. Et donc, voilà pour cette historiographie des origines de la terreur, et on y reviendra. Mais d'abord, je pense qu'il faut comprendre certains termes qu'on a l'habitude d'employer parfois avec désinvolture, mais dont la définition ne saurait être anodine. Et là, si on arrive à voir le... on peut passer au diapo suivant, si possible. Et donc, on a tout ce vocabulaire terreur avec un T majuscule, terreur avec un T minuscule, répression, violence, gouvernement révolutionnaire, état d'exception, etc. Il peut être très facile d'être perdu dans ces différents termes, et donc je pense qu'il convient d'essayer de les définir. D'abord, la terreur avec un T majuscule. J'en parle depuis tout à l'heure, mais de quoi s'agit-il au juste? On débat de sa légitimité, de sa nécessité, de ses origines, de son exceptionnalité, mais le tout souvent en le prenant comme une donnée fixe, la définition claire et immuable. Le problème, c'est que tout bon historien vous dira que de telles catégories n'existent pas en histoire. Toutes ont été créées par les acteurs historiques ou par les historiens, parfois les deux, dans un contexte ou pour des fins particulières. Pour commencer, on a tous certaines idées qu'on associe à ce terme de terreur, et ces associations se chevauchent chez les uns et les autres, mais on est loin d'utiliser toujours la terreur de la même manière. Elle est souvent employée comme chrononyme, c'est-à-dire un terme qui désigne une période de temps, comme Moyen-Âge ou Troisième République. Soit dit en passant que terreur est plus proche du Moyen-Âge que de Troisième République, au sens où elle a été inventée pour stigmatiser, et où la période désignée est imprécise. Donc cet usage est problématique en partie, simplement parce qu'il est flou. Thermidor marque systématiquement sa fin, mais son début est variable. Par exemple, il y a eu une histoire de la terreur au XIXe siècle par un historien de l'école anti-révolutionnaire, Martin Terno, qui commence en 1792. Mais comme j'ai dit, la date qu'on retient le plus souvent, c'est le 5 septembre 1793, qui, comme on verra, pose elle-même problème. Mais en tout cas, la terreur est un chrononyme hautement connoté. Personne ne l'utilise comme simple marqueur de temps, sinon des expressions courantes qu'on a tous vues comme au plus fort de la terreur n'auraient pas de sens. Cependant, dès que l'on rentre dans le détail de ce qu'on entend par ce terme, il ne marche plus très bien comme chrononyme. Donc parfois on l'utilise un peu comme synonyme du gouvernement révolutionnaire, mais dans ce cas, le gouvernement révolutionnaire a été mis en place par le décret du 14 primaire en 2, donc en décembre 1793, et il perdure après Thermidor. Parfois, on utilise terreur un peu comme synonyme d'état d'exception, ce qui est un peu problématique comme terme en soi, comme on l'a vu, mais si on parle juste des mesures volontairement extraordinaires pendant la Révolution, elle commence bien en amont de septembre 1793, on en prenait déjà sous la Constituante, et encore une fois, elle perdure bien après Thermidor. Et ça reste vrai qu'on parle de toutes les mesures extraordinaires ou uniquement de la répression. Parfois, on emploie terreur pour parler de la répression ou de la violence institutionnalisée par opposition à la violence populaire. Et là encore, il y a le même problème de chronologie, et on peut même citer un peu en contre-exemple de cette idée que
Avant, il y avait une révolution plus ou moins non répressive, et puis en 1793 est arrivée la répression. La loi martiale a été adoptée en 1789 et abrogée en 1793. Donc vous voyez le problème. Ce qui ne veut pas dire que la problématique à la canalisation éventuelle de la violence populaire n'a pas d'intérêt, mais seulement que cette problématique correspond mal à la terreur avec un T majuscule. Enfin, et ça c'est, je pense, l'usage le plus courant, surtout chez les non-spécialistes, on utilise la terreur avec un T majuscule, un peu comme synonyme de la mauvaise révolution, dans cette idée qu'il y aurait eu une bonne révolution en 1789 et une mauvaise en 1793. C'est un peu la lecture classique de ce qu'on appelle l'école libérale de la Révolution française. Et ça, d'abord, c'est moins une catégorie analytique qu'un jugement de valeur. Et ça peut être un peu extensible à l'infini quand on considère qu'il y a eu une part des choses qu'on peut juger mauvaises dès 89. Et donc, c'est peut-être pourquoi, à mon sens, quelqu'un comme Furet, qui est issu de la tradition libérale, a fini par dire que 1789 contient déjà le germe de 1793 et donc qui rejoint in fine l'école contre-révolutionnaire ou anti-révolutionnaire avec son rejet en bloc de la Révolution. Mais en tout cas, voilà, ça n'a pas vraiment de valeur explicative. Ensuite, j'aimerais bien insister sur ce point, qu'il y a une différence entre la terreur avec un T majuscule et la terreur avec un T minuscule. C'est que, avec tout ce que je viens de dire là, on pourrait m'objecter que les contemporains de la Révolution, ils ont bien utilisé le terme de terreur. Et là, on est bien d'accord. Mais la terreur avec un T majuscule, c'est plutôt un terme historiographique, un terme de la mémoire de la Révolution, alors que le terme de terreur avec un T minuscule utilisé par les contemporains ne désigne pas tout à fait la même chose. Les révolutionnaires eux-mêmes ont utilisé le terme terreur à la fois au sens positif, comme je disais, ils voulaient intimider les ennemis de la Révolution, comme au sens négatif. Beaucoup d'entre eux finissent par dénoncer son inefficacité. Vous connaissez peut-être la citation célèbre de Saint-Just, où il dit « la révolution est glacée » et que l'usage de la terreur a blasé le crime comme les liqueurs fortes blasent le palais. Il dénonce aussi son retournement contre les patriotes. C'est le cas de Robespierre, par exemple. Tout le monde connaît son discours célèbre où il théorise le gouvernement révolutionnaire appuyé à la fois sur la terreur et la vertu, mais ce qu'on connaît un peu moins, c'est que par la suite, quand il emploiera le terme de terreur, c'est surtout pour dénoncer son retournement contre les républicains. Mais en tout cas, ce qu'il est vraiment important de souligner, c'est que quand les contemporains utilisaient ce terme, ils parlaient d'un outil, d'une tactique, au pire d'un système quand il s'agissait de les dénoncer, surtout. Mais surtout pas d'un régime ou d'un synonyme du gouvernement révolutionnaire, ça, pas du tout. Et donc, c'est une erreur de lire dans les sources d'époque le terme terreur et de penser que ça correspond à la catégorie historiographique. Ça, c'est très très important. Même quand on adopte le mot d'ordre à la terreur à l'ordre du jour, mot d'ordre auquel je reviendrai, on demande la priorité pour des mesures répressives censées faire peur aux ennemis de la Révolution, mais on ne demande pas de régime de la terreur tel qu'on le comprend aujourd'hui. Et quand Robespierre théorise le gouvernement révolutionnaire, justement en associant terreur et vertu, il parle encore une fois des mesures censées terroriser les contre-révolutionnaires et les justifie justement à condition qu'elles soient déployées dans l'intérêt public, d'où l'association de terreur et de vertu.
parce que pour Robespierre, la terreur est une épée à double tranchant. Il la pense nécessaire, mais il est conscient que qui dit mesure extraordinaire dit possibilité d'abus, d'où la nécessité de la vertu. Et donc, quand je dis tout ça, c'est pas pour suggérer que la violence et la répression de l'an 2 n'ont pas eu lieu, mais simplement que quand on lit terreur dans un texte d'époque, encore une fois, il ne faut pas faire l'erreur de penser qu'elle correspond à la terreur avec un T majuscule. Ensuite, j'aimerais suggérer que, entre d'autres problèmes, la terreur évoque la violence et la répression de façon viscérale, si on veut, mais plus qu'elle ne correspond à leur réalité chronologique ou forcément aux logiques qui les sous-tendent. Et donc tout ça nous amène à de récentes remises en cause de la terreur avec un T majuscule par l'historiographie. Certains ont pu critiquer ce terme de terreur parce qu'il donne lieu à des interprétations téléologiques. C'est un peu ce caractère improvisé de la terreur que j'ai évoqué tout à l'heure. La terreur avec un T majuscule donne une cohérence a posteriori à une série de mesures improvisées pour des historiens comme Michel Biard, qui a toujours mis l'emphase sur son caractère multiple et qui préfère pour sa part à désormais employer le terme terreur avec un T minuscule. Comme on a vu, il y a aussi un problème de chronologie. Et puis, il y a le problème non pas des origines de la terreur avec un T majuscule, mais des origines du récit de la terreur, qui a très bien été étudié par Jean-Clément Martin dans son livre Les échos de la terreur, et dans une série d'articles aussi. Et ce récit a ses racines dans la propagande thermidorienne, et notamment dans ce discours de Tallien que Calcide a évoqué tout à l'heure, prononcé à peu près un mois après le 9 Thermidor, et qui a permis à Tallien de mettre toute la violence, toute la répression et tous les abus au compte d'un système de terreur voulu par Robespierre pour asseoir son pouvoir personnel. Et donc, dans un premier temps, ce récit permettait à ceux qui avaient trempé dans des abus, comme Tallien lui-même, mais aussi à tous ceux que leur participation à la prise des mesures d'exception en général rendait mal à l'aise, à s'exonérer à peu de frais. Non, c'était pas nous, c'était Robespierre. Mais les réacteurs, tous ceux qui voulaient revenir sur toute l'œuvre de la Convention montagnarde, ont bientôt trouvé une utilité bien plus importante à ce récit. Il permettait d'associer toute cette œuvre démocratique et sociale de la Convention montagnarde à ce système de terreur pour la discréditer. Et donc, ce récit rendait possible de liquider toute cette œuvre avec ce qui restait de la gauche de la Convention, ce qu'on a appelé les derniers montagnards, dont Prieur de la Marne, et on y reviendra, j'espère, si on a le temps. Ce récit a été étoffé à l'époque par la propagande pamphlétaire et aussi par des témoignages réels, exagérés ou fantasmés, qui empruntaient des topoïs à la littérature gothique qui était à la mode à l'époque, ainsi qu'aux textes antiques, car les victimes de la répression révolutionnaire étaient plus lettrées que ne le sont d'ordinaire les victimes de la répression. C'est pour ça d'ailleurs qu'on possède tellement plus de témoignages sur, par exemple, les victimes des geôles de la terreur que des victimes de l'esclavage ou de la loi martiale, tout bêtement. C'est un récit qui a arrangé ainsi tant les artisans de la République bourgeoise, comme on l'a appelé du Directoire, que les contre-révolutionnaires qui maudissaient déjà toute la révolution en général. Et une fois le mouvement populaire écrasé au printemps de l'an 3, c'est-à-dire de 1795, et les démocrates muselés, tout récit alternatif est devenu pendant longtemps inaudible. Les générations subséquentes ont hérité de ce récit, et il a été très difficile à remettre en cause.
pendant la majeure partie du XIXe siècle, quand ces dires républicains étaient déjà controversés, on ressentait soit un besoin tout à fait compréhensible de se distancier de la terreur avec un T majuscule. Parfois aussi, on ressentait le besoin de la défendre tellement elle était devenue imbriquée avec la Révolution et la République, mais pas tellement à la remettre en cause. Mais le problème, c'est qu'on a réifié cette terreur avec un T majuscule comme l'exception absolue, une période en quelque sorte hors du temps, incarnation unique du mal, repoussoir absolu, et donc inexplicable quelque part. D'où, à mon sens, ces débats sans fin sur ses origines. Ou, d'un autre côté, et ça c'est un autre problème, on a réifié plutôt en étape incontournable de toute révolution, idée qui en soi n'a pas été sans causer des dégâts. Jean-Clément Martin, pour sa part, cite dans un article récent un historien états-unien qui n'a pas hésité à écrire que la terreur était l'époque la plus sombre de l'histoire de France avec le régime de Vichy. Ce qui est quand même hallucinant pour toute personne qui connaît un peu l'histoire française. Guerre de religion, dragonnade, conquête coloniale, l'esclavage, sous l'Ancien Régime, la torture judiciaire, les lettres de cachet, la censure préalable et des autodafés de livres, l'Empire qui n'était vraiment autre chose d'un certain point de vue que la dictature militaire de Bonaparte, sans parler du massacre de milliers de communards, pour ne citer que quelques exemples. C'est quand même extraordinaire que la terreur ait gardé cette réputation du pire moment, parfois même pas seulement de l'histoire de France, mais de l'histoire en général. Ensuite, comme ces exemples le suggèrent, l'originalité de la Révolution n'est justement pas en soi la violence, l'arme de la terreur avec un T minuscule, la répression, etc. Cela est vrai par rapport à d'autres époques, comme on vient de le voir, mais cela est vrai aussi des autres pays touchés par l'âge des révolutions de la fin 18e, début 19e siècle. Et c'est pour ça que l'historienne Annie Jourdan a proposé qu'on parle plutôt de terreur à temps révolutionnaire que contre-révolutionnaire au pluriel et avec une minuscule. Parce que la Révolution française n'est pas du tout le seul pays touché par la répression et la violence et la volonté de terroriser l'adversaire à cette époque, très loin de là. C'est une question de contexte qui a fait que le nombre de victimes a été plus ou moins important, mais ces problèmes n'étaient pas du tout limités à la France révolutionnaire. Après tout ça, à mon sens, la vraie question c'est est-ce que la terreur avec un T majuscule, comme on le comprend d'habitude, peut encore être une catégorie analytique utile? C'est vraiment ça la question. Et là, si jamais on peut revenir... Je pense qu'on devrait pouvoir réussir. Normalement, c'est le diapo 7 qu'il faudrait. Diapo 7, mais en tout cas, à mon sens, cette idée de la terreur avec un T majuscule brouille plus les choses qu'elle ne les explique. Mais d'autres historiens, y compris ceux qui sont bien conscients de beaucoup des problèmes que je viens de mentionner, pensent qu'à condition de bien définir les termes, celui de terreur peut servir encore. Et je pense que certains sont mus en partie par cette même résignation qui caractérise les médiévistes par rapport aux termes de Moyen-Âge, qui a beaucoup des mêmes problèmes en termes d'utilité d'analyse. Mais bon, bref, qu'on continue ou non à employer ce terme, je pense qu'il pose beaucoup de problèmes. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de thèmes et de problématiques différents qui se cachent derrière le terme de terreur. Et ce serait, encore une fois, une erreur, à mon sens, de présupposer une explication unifiée derrière eux tous, ce que l'emploi du terme de terreur avec un T majuscule a tendance à faire. Et là, ce serait vraiment utile d'avoir le diapo, parce qu'on voit quelques-uns de ces thèmes. Mais voilà, il y a
par exemple des phénomènes tels que des lois, des décrets répressifs généraux contre les émigrés, contre les prêtres réfractaires, etc., le décret sur les suspects, les problématiques liées à la guerre civile, la lutte des factions, la répression post-thermidorienne, la violence contre-révolutionnaire, des choses qui ne sont pas souvent comprises sous le titre de terreur. Toutes ces choses-là ont sans doute des liens entre elles, mais dire que on peut juste dire tout ça s'explique parce que c'était la terreur, je pense que ça n'a pas ça n'a pas vraiment de valeur explicative. Je ne pense pas qu'il y ait une seule et unique explication qui serait la terreur et qui expliquerait toutes ces problématiques. Ça donne l'occasion, si on rejette ce terme de terreur, de mieux comprendre ces phénomènes et les liens éventuels entre eux. Et là, on arrive enfin aux droits de l'homme et du citoyen. Qu'on continue ou non à employer le terme de terreur, il y a encore un autre problème qui est associé, et pas des moindres, c'est justement ce rapport entre terreur et droits de l'homme. Les récits traditionnels de la terreur convergent le plus souvent, avec plus ou moins de nuances, il est vrai, sur l'idée d'un régime de terreur, dictature du comité de salut public ou de la Convention au choix, qui aurait concentré tous les pouvoirs et mis de côté la Constitution, y compris sa Déclaration des droits. Que ce soit vu comme de l'autodéfense légitime ou une dérive injustifiable, que ce soit fondé sur l'idéologie, l'émotion ou le contexte des guerres, la terreur comme dictature et mise de côté des principes des droits de l'homme et du citoyen est au centre du récit. Et il faut dire que la postérité de cette idée n'a pas été terrible. Comme l'a dit Jean-Pierre Faye, en coupant en deux la Révolution française, là je cite, entre les droits de l'homme et la terreur, marquant comme bonne l'une ou l'autre phase selon les versions, le récit standard de l'histoire a fait à la Révolution russe un cadeau empoisonné, il lui a laissé la terreur sans les droits de l'homme. Mais au-delà de cette postérité politique, ce récit de base tient-il debout? C'est ça la question qu'on va aborder aujourd'hui. Et comme je ne peux pas tout faire, malheureusement, en une seule conférence, je vais largement laisser de côté la problématique de la dictature en tant que telle. Je me contenterai de quelques remarques très brièvement. Je remarquerai après d'autres que c'est quand même une dictature étrange que celle d'une assemblée élue ou d'un comité responsable devant elle dont on renouvelait les pouvoirs tous les mois, que la Convention ne se met pas à la place de l'exécutif, mais qu'elle met l'exécutif sous sa surveillance, en conformité et non en contradiction avec ses principes, car selon les conventionnels et les révolutionnaires plus généralement, comme le législatif représente le peuple souverain, et l'exécutif n'existe que pour exécuter les lois qui sont l'expression de la souveraineté populaire, l'exécutif doit être soumis au législatif. Enfin, je remarquerai que le gouvernement révolutionnaire a confié l'exécution des lois ordinaires avant tout aux communes et celle des décrets révolutionnaires et répressifs aux districts et aux comités de surveillance établis dans chaque commune. Donc on parle vraiment pas d'une concentration de tous les pouvoirs qui caractérise typiquement les dictatures. Mais c'est avant tout de cette idée qu'on aurait mis de côté les droits de l'homme et du citoyen qu'il s'agit aujourd'hui. C'est cette idée-là que je voudrais interroger. Et donc, on peut passer au diapo suivant, s'il te plaît, Alcide. Voilà. Donc, les droits de l'homme et du citoyen ne pouvaient pas simplement être mis de côté pendant la Révolution sans que les révolutionnaires se délégitiment du tout au tout. Ces droits sont pour les révolutionnaires les bases de tout gouvernement légitime, et les violer légitimerait à son tour la résistance et l'insurrection contre la Convention. Et donc, c'est vraiment impensable pour les révolutionnaires de juste les mettre de côté comme ça. Ils ne peuvent pas. Pour rappel, de quoi s'agit-il quand on parle des droits de l'homme et du citoyen? Ce sont des droits
naturels, au sens où ils n'ont pas été institués par telle ou telle décision ou loi positive, mais ils sont innés, dérivés de la nature de l'être humain. Ils sont inaliénables, même si l'on voulait, on ne peut pas s'en débarrasser. Ils sont inhérents à l'humanité et à chaque individu. Et ils sont sacrés, c'est-à-dire qu'on n'y touche pas. La société existe en fait pour les protéger. Donc on ne peut pas simplement dire voilà, c'est un moment de crise, on ne parle plus des droits de l'homme et du citoyen. Ça, on ne peut pas le faire. Après, bon, comme on verra, on peut faire différentes interprétations des politiques précises qui doivent être menées en fonction des uns et des autres, en fonction des circonstances. Il sera même possible parfois de donner la priorité à certains principes sur d'autres, mais en tout cas, on ne peut pas tout simplement mettre tout ça de côté, c'est pas possible. Mais c'est là où cette question de priorité peut jouer, c'est là où le concept de salut public ou de salut du peuple rentre en jeu. Il est, selon l'adage romain souvent cité par les révolutionnaires, ce salut public, ce salut du peuple, la suprême loi. Mais le salut du peuple ne peut guère consister en la violation de ses droits, pour des raisons qu'on vient de voir. Cependant, les révolutionnaires étaient adeptes de l'idée de la réciprocité des droits comme de celle républicaine des États libres. Dans les deux cas, on a cette idée que je ne peux pas être libre isolément, mais uniquement dans la mesure où d'autres le sont, et personne ne peut l'être que tant qu'il n'est pas soumis à la volonté arbitraire d'autrui. Et donc, dans la synthèse révolutionnaire de ce républicanisme de droit naturel, comme on peut l'appeler, la République est l'endroit où les droits sont reconnus réciproquement et où l'on vit sous des lois qu'on s'est choisies collectivement, au lieu de subir les caprices d'un roi, d'une oligarchie, voire d'un simple particulier. Sans ce cadre, il n'y a vraiment pas de droit possible. Mais en même temps, que faire en temps de crise quand on n'a pas encore fondé une république stable et que celle que l'on essaie d'instituer est attaquée de toutes parts? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la réalité sous la Révolution, surtout à partir de 1793. On ne peut défendre ce cadre républicain indispensable par des mesures ordinaires, mais vouloir se débarrasser de la déclaration des droits est identifié à l'oppression et l'arbitraire est identifié à la tyrannie. Alors, que faire? C'est en étudiant la prise des différentes mesures dans leur contexte, les justifications et les débats autour de leur adoption, les réponses aussi aux plaintes et aux abus, qu'on voit les efforts, imparfaits certes, mais constamment renouvelés, de beaucoup de révolutionnaires, dont Prieur de la Mer, dont on va parler tout à l'heure, pour minimiser d'un côté les conditions de la violence populaire en mettant en place des institutions répressives, et de l'autre de punir les contre-révolutionnaires et de réduire à l'incapacité de nuire tous ceux qui pouvaient chercher à miner les efforts de la Convention pour fonder et défendre la République, le tout en essayant de respecter le plus possible les droits et en essayant de réduire le plus possible l'arbitraire. Alors, Albert Mathiez l'a déjà constaté il y a plus d'un siècle, en comparant la France de la Première Guerre mondiale qu'il venait de vivre à celle du gouvernement révolutionnaire. Et sans minimiser du tout les atrocités de la guerre civile, par exemple, ou la violence de la lutte des factions, il a noté que le gouvernement révolutionnaire a subordonné le militaire au civil et l'exécutif au législatif, alors que c'était le strict contraire pendant la Première Guerre mondiale, que le contrôle de la presse a été beaucoup plus strict pendant la Première Guerre mondiale que sous le gouvernement révolutionnaire, que les étrangers ont subi une répression bien pire pendant la Première Guerre mondiale que sous la Révolution, et que ce n'est pas non plus le gouvernement révolutionnaire qui a introduit des camps de concentration. Ça, c'est plutôt quelque chose qui s'est produit pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, voilà, il faut garder une certaine perspective
sur cette répression qui a bel et bien existé et qui a parfois été tragique, mais qui n'est pas unique dans l'histoire, et qu'on voit que les révolutionnaires cherchaient quand même à préserver un certain nombre de principes, et on en viendra un peu plus en détail à la manière dont ils ont fait ça, en prenant en compte le cas de Prieur de la Marne. Et donc on peut passer au diapo suivant, et je me permets de mettre mon livre sur Prieur de la Marne, où je parle plus généralement des politiques de la Convention montagnarde, qui ne se limitait absolument pas à la répression. Ici, je pense qu'on s'en doute. Voilà. Donc, le cas de Prieur de la Marne va nous permettre d'examiner quelques-unes des politiques répressives adoptées au cours de 1793 et de l'an 2, afin de comprendre ces efforts pour les réconcilier avec les principes fondateurs d'une république de droit naturel, sans omettre, bien entendu, de reconnaître les failles et les apories éventuelles. Donc, si on peut passer au diapo suivant. Merci. Donc, on peut se demander pourquoi Prieur de la Marne, à part le fait qu'il se trouve que moi, j'ai fait ma thèse sur lui. Il y a plusieurs raisons. On voit un peu son parcours. Là, je ne vais pas réciter le détail, vous pouvez lire, mais grosso modo, Prieur de la Marne est un cas d'étude intéressant parce que c'est un montagnard sincère. C'est ce qu'on voit au fait que il n'a jamais renié les principes qu'il défendait sous la Révolution. Il a été actif parmi les démocrates sous le Directoire. Il a vécu à l'obscurité pendant tout l'Empire. Il a refusé un emploi sous le consulat. Et puis il est mort pauvre, en exil, en tant que régicide à Bruxelles sous la Restauration. C'est aussi quelqu'un qui est respecté de ses collègues qui l'ont porté au comité de salle publique le 10 juillet 1793, donc un tout petit peu avant Robespierre. Et même s'ils ont pu avoir leurs différences sur tel ou tel sujet, il est relativement proche en idée de Robespierre sur le plan politique, sans qu'ils aient été des intimes. Et enfin, il a fait beaucoup de missions au cours de son mandat à la Convention. Et là, on peut passer au diapo suivant. Encore une fois, je ne vais pas les détailler, mais vous avez là toutes ces missions. Pour nous, c'est à la fois un atout et un défaut. C'est un atout parce que chez Prieur, on peut examiner à la fois les débats à la Convention autour de l'adoption de telle ou telle mesure, mais aussi on peut les voir dans leur application sur le terrain, où les représentants en mission comme Prieur avaient pour tâche de surveiller l'exécution de ces mesures. Mais comme je disais, c'est aussi un défaut au sens où il y a certains thèmes qu'on ne peut pas trop aborder avec Prieur. Par exemple, comme il est absent pendant l'essentiel de l'an 2 de la Convention, comme on peut voir avec cette grande mission dans l'Ouest, on ne peut pas vraiment aborder la lutte des factions. Par exemple, avec Prieur, on ne peut pas vraiment aborder la problématique de Thermidor, parce que Prieur n'est tout simplement pas là. Mais voilà, de toute façon, l'idée aujourd'hui, ce n'est pas d'être exhaustif. C'est pour ça que j'ai donné le sous-titre de cette partie comme quelques jalons, parce que je vais citer quelques exemples que je trouve parlants pour le sujet qui nous intéresse, mais même sur Prieur, on ne va pas être exhaustif. Donc voilà, il a toutes ces missions. Évidemment, celle qui va nous concerner le plus, c'est la dernière, cette grande mission dans l'Ouest pendant l'an 2. Mais je vais aussi parler des prises de position de Prieur à la Convention, et même en amont à la Constituante, quand c'est intéressant pour notre propos. Donc on peut passer au diapo suivant. Voilà. Avant d'arriver au cas particulier
il faut qu'on s'arrête un peu sur le principe même de la justice révolutionnaire, qui est la répression des contre-révolutionnaires. Or, à ce sujet, merci, il faut vraiment tâcher d'éviter les amalgames. Comme on l'a dit au début, les contre-révolutionnaires ne sont pas un fantasme, mais une menace réelle pour la République. Ce qui ne veut pas dire que le terme n'était pas susceptible d'une extension abusive, car du moment où il devenait dangereux de s'afficher comme royaliste, le crypto-royalisme devenait inévitable. Ceci pris ensemble avec des cas documentés de complot et de corruption créaient de la méfiance, et des adversaires ostensiblement républicains pouvaient être à tort ou à raison assimilés à des contre-révolutionnaires. Tout ça est vrai, mais il n'empêche que ce danger qui a été réel et qu'on voit dans l'événement révolutionnaire ne doit pas nous amener à des amalgames qu'on voit malheureusement trop aujourd'hui avec des pratiques fascistes et d'extrême droite, où les ennemis du peuple, c'est pas les contre-révolutionnaires, c'est le choix arbitraire d'un bouc émissaire, le plus souvent aux caractéristiques réputées innées, dans un but de créer une unité factice dans la haine de l'autre. C'est pas du tout ça dans la Révolution française, et c'est très très important de le souligner, même si ça devrait aller sans dire, mais on voit tellement souvent cet amalgame abusif qu'il convient de le souligner. Genre, si on faisait rien face à ces boucs émissaires inventés par les fascistes, tout irait très bien. Si les révolutionnaires avaient juste ignoré le problème de la contre-révolution, il faut être honnête, ça n'aurait pas été sans conséquence. Voilà. Donc, les premières catégories de contre-révolutionnaires à être ciblées par la législation répressive ont été les émigrés et les prêtres réfractaires, et cela bien en amont de l'an 2. Il en était déjà question à la fin de l'Assemblée constituante, et des décrets ont été votés sous la législative, auquel, dans un premier temps, Louis XVI a cependant opposé son veto, bien entendu. Mais en tout cas, Prieur a soutenu des décrets contre les émigrés dès 1791 à la Constituante, puis en février 1793 à la Convention, et plus tard, lors de ses missions, il a surveillé l'application de la législation à l'encontre des émigrés rentrés en France, comme des prêtres réfractaires. Et on peut se demander, pour revenir à notre thème des droits de l'homme et du citoyen, s'il ne s'agit pas là d'une entorse à la liberté de circulation d'une part et à celle des cultes de l'autre. Déjà, si on veut parler de la lettre des déclarations des droits, la liberté de circulation n'y est pas énoncée, même si c'est un droit naturel souvent reconnu au cours du Moyen-Âge et de l'époque moderne, et que l'on voit par les débats sur la législation contre les émigrés que les révolutionnaires, dont Prieur, tendaient à y adhérer. C'est pas dans la déclaration qu'on a le droit de quitter son pays, mais c'est quand même un droit naturel généralement reconnu. On ne pouvait pas énumérer tous les droits possibles et imaginables. Quant à la liberté des cultes, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, je cite cette déclaration-là parce que, comme j'ai dit, ces mesures répressives commencent avant la déclaration de 93. Donc cet article 10 précise que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et donc, dans tous les cas, mais c'est précisé assez clairement ici, l'exercice de tel ou tel droit n'est pas illimité, mais conditionné au respect des droits d'autrui. Et donc, voilà pour le cadre, mais il faut dire que pour les émigrés, comme pour les prêtres réfractaires, on n'a pas commencé par la répression non plus. Dans un premier temps, on s'est contenté d'inviter les émigrés à revenir. D'ailleurs, évidemment, on essayait de cibler ceux qui se massaient en armes à la frontière. Il ne s'agissait pas du tout de réprimer tous ceux qui pouvaient décider de déménager, de quitter leur pays définitivement. D'ailleurs, la répression contre les émigrés ne les ciblait pas du tout. Et évidemment, il y avait aussi
des exceptions pour les voyageurs, les négociants, les diplomates, d'autres personnes qui pouvaient avoir des raisons de ne pas être chez eux, quoi. Les prêtres réfractaires, quant à eux, et qui sont, pour rappel, ceux qui ont refusé de prêter serment à la nation à la suite de l'adoption de la constitution civile du clergé. Pareillement, dans un premier temps, l'Assemblée constituante a simplement décrété qu'ils ne seraient pas salariés par la nation, mais qu'ils étaient libres de célébrer la messe en privé, avec des soutiens privés, comme pour tous les autres cultes, en fait. Ce n'est qu'à partir du moment où une bonne partie de ces prêtres réfractaires se sont mis à inciter leurs ouailles à des actes contre-révolutionnaires sous peine d'excommunication et de damnation que les premières mesures ont été adoptées contre eux. Et en fin de compte, et ça c'est important à souligner, les révolutionnaires ont adopté une législation sévère à leur encontre, mais c'est vraiment c'était pas ce qu'ils voulaient depuis le début. En tout cas, dans les deux cas, on les retrouve exilés à perpétuité, sous peine de mort, et dans le cas des émigrés, leurs biens reviendront à la nation. Il s'agit des biens nationaux dits de seconde origine. Mais dans les deux cas, ce sont les ennemis politiques de la Révolution qui sont ciblés, non pas le seul fait de quitter le territoire ou de vouloir pratiquer sa religion à sa manière. Et il convient de reconnaître, d'ailleurs, que la plupart des émigrés et des prêtres réfractaires ne réclamaient justement pas le droit d'émigrer ou la liberté des cultes, mais le retour de leurs privilèges et que le catholicisme, au pire, encore juste leur interprétation du catholicisme, parce qu'il y avait des catholiques révolutionnaires comme l'abbé Grégoire et d'autres. Ils voulaient que leur idée du catholicisme soit le seul culte permis. Ils ne réclamaient absolument pas la liberté des cultes. Mais on peut reconnaître tout cela et admettre en même temps qu'en ciblant les émigrés ou les prêtres réfractaires en tant que groupe, des individus qui ne cherchaient pas forcément à nuire à la France révolutionnaire ont pu pâtir de leur appartenance de groupe plutôt que de leurs actes directs. Et le problème s'aggravera, bien entendu, quand il s'agira d'étendre la législation répressive aux parents des émigrés, et dans une moindre mesure aux wrestlers de prêtres réfractaires qui, certes, dans ce cas-là, enfreignaient directement la loi, mais qui pouvaient le faire tout à fait pour des raisons religieuses plus que politiques, selon les cas. Mais en tout cas, cette dernière législation ne viole pas le principe consacré par la déclaration de 1789, selon laquelle la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Quant à celle qui cible la famille des émigrés, elle est plus problématique en tant que moyen qui a été utilisé pour atteindre ceux qui ne pouvaient pas être atteints à travers des personnes qui n'avaient pas forcément elles-mêmes enfreint la loi, ce qui est problématique. Mais cette loi met ce groupe dans la catégorie des suspects, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de les punir, selon les termes de la déclaration, même si la création de cette catégorie des suspects pose problème en soi, et on y reviendra, je vous rassure. Mais quid du fait de cibler les contre-révolutionnaires en tant que tels? Prieur de la Marne, comme la majorité des conventionnels, a soutenu la mise en place d'une justice extraordinaire pour le jugement des contre-révolutionnaires, entre autres en défendant l'établissement du tribunal révolutionnaire en mars 1793. J'ai déjà parlé des abus de la justice révolutionnaire, des abus de la terreur, des abus de la répression. Mais la justice révolutionnaire, quels que soient ses autres attributs, n'est-elle pas déjà un abus en tant que justice politique? La réponse à cette question n'est pas simple. Pour un révolutionnaire comme Prieur, en temps normaux, toutes les opinions ne se valent pas, mais elles doivent toutes pouvoir être exprimées. Mais dès lors que la contre-révolution pose une menace crédible à la survie de la Révolution, et dès qu'elle veut renverser toute constitution fondée sur la Déclaration des droits, il ne s'agit pas, pour lui et ses collègues, d'une simple différence d'opinion. La contre-révolution ne respectait pas la réciprocité du pacte social, elle ne réclamait pas le respect de ses droits à égalité avec les autres citoyens, elle voulait que plus personne n'ait de droits. Elle était prête à employer de la force pour parvenir à ses fins. S'aligner avec ce projet, dans un contexte où la contre-révolution est une menace crédible,
ce qui est déjà le cas même avant le début de la guerre, mais a fortiori lorsque, en 1793, la République sera sur la défensive dans une guerre qui l'oppose à quasiment toutes les autres puissances européennes, tout en faisant face à plusieurs foyers de guerre civile. Donc se réclamer de la contre-révolution dans ce contexte, c'est vouloir la défaite, la mort, ou au moins l'oppression de ses concitoyens, qu'on prenne personnellement les armes ou non, et pour les révolutionnaires, comme prieur, c'est un crime. Donc quand on parle des abus, il ne s'agit pas de la punition des contre-révolutionnaires avérés selon la loi, mais soit des pratiques extra-légales, la corruption ou d'autres formes de prévarication, des atrocités commises dans les ères de guerre civile, etc., soit de l'erreur judiciaire qui confondrait le citoyen innocent avec le contre-révolutionnaire criminel. Libre à quiconque de croire que cette manière de voir est illégitime. Ce que je vous explique là, c'est le raisonnement des révolutionnaires dans le contexte de l'époque. D'ailleurs, soit dit en passant, sans vouloir dire que l'établissement d'un tribunal révolutionnaire soit d'actualité, bien sûr, la question de fond n'a pas été dépassée. Je pense que le paradoxe de la tolérance, si vous avez entendu parler de cela, de cette idée que si une société tolère les intolérants, elle finit par devenir elle-même une société intolérante. Cette question-là n'a pas été dépassée et je pense que l'époque révolutionnaire peut tout à fait nous aider à réfléchir à cette question. Fin de cette petite parenthèse. Mais encore une fois, lorsque on parle de la contre-révolution comme d'une menace réelle et non pas fabriquée de toutes pièces, même le critique le plus acerbe de la justice révolutionnaire telle qu'elle a été établie en 1793 doit reconnaître que ne rien faire n'aurait pas été sans conséquence. Il y a un autre aspect de cette problématique qui est bien moins d'actualité, mais qu'il faut bien comprendre afin de comprendre le choix des conventionnels comme prieurs. Il s'agit de la compatibilité du droit naturel avec la peine de mort en particulier. De nos jours, et fort heureusement à mon sens, le consensus parmi les militants des droits humains considère que la peine de mort y est contraire. Mais au XVIIIe siècle, c'était loin d'être la perspective consensuelle, voire même majoritaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'appel à l'abolition de la peine de mort. Le marquis milanais Beccaria en a fameusement été l'avocat dans son traité des délits et de peines. Et comme plus d'un ici le sait, Robespierre s'est en partie inspiré des arguments de Beccaria pour réclamer l'abolition de la peine de mort à la Constituante. Cependant, une longue tradition juste naturaliste, c'est-à-dire de droit naturel, prenait la légitimité de punir de mort ceux qui se sont montrés ennemis du genre humain, c'est-à-dire ceux qui ne respectaient pas les droits d'autrui, traditionnellement assimilés aux pirates et aux brigands. Et c'est en partie dans cette logique que des révolutionnaires comme Prieur ont pu défendre la condamnation à mort des contre-révolutionnaires. D'ailleurs, on remarquera que depuis le XIXe siècle, et Victor Hugo le remarque déjà dans sa préface de 1832 à son roman Plaidoyer, le dernier jour d'un condamné, la peine de mort est vue comme bien pire quand elle est appliquée aux crimes politiques qu'à ceux de droit commun. Mais dans les débats des Lumières, de ceux qui ont précédé la Révolution, cette logique était souvent inversée, y compris parmi ceux qui réclamaient l'abolition de la peine de mort pour les crimes de droit commun. On en trouve qui faisaient exception pour la haute trahison et d'autres tentatives de coup d'État. Selon leur raisonnement, le criminel de droit commun, ne menaçant pas la société dans son existence, celle-ci pouvait le punir par d'autres méthodes, mais il n'en était pas de même pour les criminels politiques. Ce raisonnement était également celui de beaucoup de révolutionnaires, à ceci près, et ça c'est très important, qu'ils ne l'appliquaient qu'aux sociétés libres, aux constitutions fondées justement sur les droits de l'homme et du citoyen. Un roi punissant des crimes politiques contre son pouvoir n'était à leurs yeux qu'un tyran. C'est dans ce contexte que l'on peut comprendre la citation suivante du discours de Prieur, si on peut passer au diapo, voilà, suivant, mais qui a été imprimé contre l'appel au peuple dans le procès du roi déchu, où il dit grosso modo que si on accepte le roi de la condamnation à mort, l'égalité, la loi, la déclaration des droits deviendraient des chimères.
Et ça, je pense qu'il est très difficile pour nous aujourd'hui, sans ce contexte, de comprendre cela, tellement on associe droits de l'homme et du citoyen avec l'abolition de la peine de mort. Car comme les droits ne peuvent pas être illimités, mais uniquement réciproques, tout droit qui ne respecterait pas les droits d'autrui n'en est pas un pour les révolutionnaires comme Prieur. Vouloir renverser une république démocratique, ce n'est ainsi pas une opinion comme une autre, mais une atteinte aux droits des millions de citoyens, qu'il s'agissait de ramener à l'état de sujet. Comme Prieur l'a dit déjà à la Constituante en février 1791, je cite, « Je défie aucun citoyen français de désavouer les principes de réciprocité qui sont les fondements essentiels de toute constitution. » Dans cette optique, celui qui refuse la réciprocité des droits s'exclut lui-même de la société. Et bien sûr, dans un premier temps, on devrait essayer de le convaincre de ses torts, mais si on ne réussit pas à le convertir au respect de ce principe, on est en droit de défendre la société contre lui en l'exilant, ou si ça ne marche pas, en le condamnant à mort. Et ça, c'est vraiment pas vu comme contraire au principe par les révolutionnaires. Et donc, pour revenir à cette citation-là, Louis XVI doit subir le même châtiment que le moindre conspirateur au nom de l'égalité devant la loi, car Prieur, on ne sait pas s'il a partagé à un moment ou non à les réserves de Saint-Just et de Robespierre sur la possibilité de juger Louis comme citoyen, mais en tout cas, on est déjà en janvier 1793, au moment où ce discours est rédigé, et donc il suit désormais la logique du procès. Donc il dit, si tout émigré est condamné à mort pour avoir enfreint ce principe de réciprocité, à quel titre on exclurait le roi déchu en personne. Mais ce châtiment est juste en soi, dans la mesure où les contre-révolutionnaires ont trahi la réciprocité du droit, est nécessaire lorsqu'il représente une menace existentielle pour la République. Le droit, voire le devoir de défendre sa vie et sa liberté, était d'ailleurs lui-même inscrit dans la tradition de droit naturel depuis des siècles. Et c'est donc aussi pour cette raison que Prieur a soutenu l'établissement d'un tribunal révolutionnaire. Et on peut passer là à la suite. Donc il faut rappeler vite fait le contexte qui est celle d'une crise majeure qui frappe la République en mars 1793. On a la défaite de Nuremberg et la trahison du Maurier. La République est de nouveau sur la défensive et le nord de la France est occupé. Déjà, il n'y avait pas assez de volontaires avant ce moment et la Convention a dû faire recours à la réquisition pour compléter ses armées, ce qui a donné lieu à des révoltes. Et ces révoltes ont fini, dans certains cas, par créer des foyers de guerre civile durables, notamment en Vendée. En outre, il y a quand même une certaine demande d'en bas de punir les contre-révolutionnaires, surtout avant que tout le monde parte au front. On cite dans l'établissement de ce tribunal extraordinaire en mars 1793 l'inefficacité du tribunal établi à la suite de l'insurrection du 10 août qui a mené au massacre de septembre. Mais en tout cas, c'est, comme je disais, pas controversé ni vu comme contre les principes en soi de punir les contre-révolutionnaires. Mais on a quand même dans la justice révolutionnaire une justice politique et sans appel. Et donc on peut à juste titre demander s'il ne s'agit pas quelque part d'un oubli des principes. Et donc si on veut bien passer à la suite. Cependant, si on lit les garanties judiciaires de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, et là c'est un tout petit peu anachronique parce que ça a été adopté après mars 1793, mais
elles ne sont pas fondamentalement différentes que dans la déclaration de 1789. Voilà, la justice révolutionnaire respecte néanmoins en principe ces garanties judiciaires. Il est beaucoup plus discutable, bien entendu, de dire que tel a toujours été le cas en pratique, surtout en ce qui concerne le procès des Brissotins, des hébertistes et des antonistes, sans même parler des condamnations des hors-la-loi et de l'application de ce décret de mettre les gens hors de la loi qui a été utilisé contre Robespierre et contre la Commune de Paris en Thermidor. Mais en dehors de ces cas, il faut bien reconnaître avec Annie Jourdan qu'on avait de bonnes chances d'être acquitté devant le tribunal révolutionnaire, au moins avant les dysfonctionnements post-décret du 22 prairial en 2. Et encore une fois, je ne vais pas vraiment entrer dans le détail sur ce décret-là, parce que Prieur n'y est pas concerné, il n'était pas là. Mais je voudrais juste dire vite fait que c'est surtout à partir de ce décret qu'on puisse parler de réduction des garanties. Ça supprime le défenseur officieux, le jury pouvait décider de ne plus entendre les témoins, il n'y avait plus l'instruction préalable. Mais il faut reconnaître que bonne partie des pratiques condamnables du tribunal à cette époque, au printemps et à l'été 1794, les amalgames, les erreurs judiciaires, etc., sont moins à chercher dans le texte de la loi que dans les rivalités entre le comité de salut public et le comité de sûreté générale, et les efforts pour discréditer Robespierre. Et sur ce point, je ne peux que vous conseiller vivement les travaux d'Annie Jourdan. Mais en tout cas, pour revenir à Prieur, on peut passer au diapo suivant. Voilà, Luc Ville, sous l'alias Luc Villette, a fait un ouvrage déjà un peu ancien, ça date du début des années 1980, mais ça reste, à mon sens, l'un des meilleurs ouvrages sur le tribunal révolutionnaire. Il a constaté que même le tribunal révolutionnaire a conservé la plupart des garanties de la justice telle qu'elle a été refondée sous la Révolution, la justice ordinaire. Et que c'était quand même tout à fait autre chose que la justice d'Ancien Régime. Je le cite, et ça correspond à peu près à ce tableau. La justice de l'Ancien Régime, c'est la procédure inquisitoire. L'accusé ne joue aucun rôle et supporte tout le poids de la procédure, écrite, donc réservée à une certaine élite intellectuelle, et surtout secrète, ce qui permet tous les abus. Le décret du 10 mars créant le tribunal révolutionnaire, malgré les circonstances exceptionnelles qui président à sa naissance, opte résolument pour les principes opposés. La procédure sera accusatoire, orale et surtout publique. Donc le jugement n'est plus basé sur l'aveu obtenu à tout prix jusqu'à la toute fin de l'Ancien Régime. On a quand même encore la torture, ce qu'on appelait la question, pour obtenir ces aveux. Mais par l'intime conviction des jurés, c'est quand même beaucoup plus proche de ce que nous on considère comme la justice légitime aujourd'hui. Et tout ça, c'est autant vrai pour la justice extraordinaire qu'ordinaire sous la Révolution, avec comme différence principale la nature des crimes. Bien entendu, la justice ordinaire n'avait pas à connaître des crimes de contre-révolution, la possibilité ou non de l'appel, et le fait de faire ou non que chaque juré prononce à haute voix son droit individuel et non seulement le verdict final du jury. Et tout ça, c'est sans vouloir nier les manipulations des procès les plus importants, mais de dire que le fait en soi de défendre la création d'un tribunal révolutionnaire n'impliquait pas forcément une adhésion aux abus ultérieurs. En tout cas, ce n'est pas ces manipulations qui ne peut pas prévoir que Prieur de la Marne défendait en mars 1793.
Donc, Prieur, pour sa part, a peu intervenu dans les débats qui ont précédé l'adoption du décret du 10 mars, mais quand le lendemain, on essaie de revenir sur ce décret, il défend le principe d'un tribunal extraordinaire, ainsi que le vote à voix haute des jurés. Et là, c'est le diapo suivant qu'il faut lire. Il s'agit d'un élément qui avait déjà été adopté la veille, mais sur lequel plusieurs députés brissotins cherchaient à revenir. Le débat suit à peu près la ligne de partage entre montagnards et brissotins ou girondins, et ça paraît particulièrement révélateur à ce titre, parce que moins d'un débat sur les garanties judiciaires en tant que telles, il s'agissait du principe de la publicité des débats en général. On parle autant de la publicité des débats de la Convention que de ceux du tribunal en vrai. Pour Prieur, en tout cas, l'objectif du tribunal extraordinaire, ce n'est pas de jeter aux orties tous les principes et toutes les garanties, mais de les concilier avec le salut public, comme on l'a dit depuis le début, et là, je peux le citer, il dit, nous avons cherché, en respectant l'institution des jurés, à organiser ce tribunal terrible de manière que l'intérêt de la patrie ne fut pas compromis. Et donc, il cherche vraiment autant que possible à respecter les principes, et ça se voit par le fait qu'on a cru que c'était très important de garder la publicité, de garder les jurys, de garder les défenseurs officieux, tous ces éléments qui n'existaient pas dans la justice d'Ancien Régime, même pour un tribunal extraordinaire. Il est frappant de constater d'ailleurs que Prieur ne voyait pas d'inconvénient à étendre le vote à voix haute à tous les jurys de tous les tribunaux. L'insistance de Prieur sur le caractère extraordinaire du tribunal n'est finalement pas un aveu de sa part du danger supposé du vote à voix haute. Sa défense de la publicité peut sembler contradictoire à première vue, parce que dans cette citation que vous avez devant les yeux, Prieur affirmait en effet que le voix à voix haute était justifié par le fait que les témoins parlent devant le public sans que l'on ait craint qu'ils soient, je cite, assez pusillanime pour se laisser intimider par la multitude. Mais ensuite, il s'est inscrit en porte-à-faux contre ce récit brissotin, contre le récit brissotin, du procès du roi déchu, en impliquant ses collègues. Il dit « Vous n'avez pas craint qu'on vous accusât d'être influencé ». Mais entre ces deux raisonnements, il a soutenu à l'idée d'étendre ce mode de vote à tous les tribunaux en déclarant que l'instant viendra où vous sentirez qu'il est nécessaire de mettre le public entre la conscience des jurés et leurs devoirs. Il se peut néanmoins que cette contradiction, que personne n'a relevée à l'époque d'ailleurs, ne soit qu'apparente. Surtout en parlant des témoins, Prieur emprunte à ses adversaires leur vocabulaire pour pointer à ce qu'ils voyaient comme leur hypocrisie à soutenir qu'un témoin puisse dire hautement son opinion sur le fait sans être influencé par la multitude, mais qu'un juré ne le pourrait pas. Tout suggère que Prieur a dû prononcer ce mot de multitude qui ne fait pas du tout partie de son vocabulaire ordinaire sur un ton ironique. En effet, Prieur rejetait le paradigme d'une multitude remplie de préjugés menaçant le juré au cœur pur qui ne demanderait que d'être soustrait à son influence pour faire parler sa conscience. À la différence du législateur, qui devait être à l'écoute du peuple, le but n'était pas de faire influencer le juré par les tribunes, mais que sa connaissance du fait, qu'il lui faudrait prononcer au vu et au su de tous, devait prévenir le marchandage secret des votes. Et, comme on vient de le voir, il s'agissait encore et toujours de prendre le contre-pied de la justice d'Ancien Régime. Donc, on peut passer au diapo suivant, parce que, voilà. Bien plus que la justice révolutionnaire à proprement parler, l'usage de la catégorie de suspect par les révolutionnaires comme Prieur pose problème vis-à-vis du droit naturel et de la lettre de la Déclaration des droits. Par définition, un suspect n'est pas prévenu d'un crime, serait-ce politique. Soit, en tant qu'individu, il est jugé potentiellement dangereux par les patriotes qui l'entourent. C'est de manière un peu sauvage comme ça que les premiers suspects ont été identifiés.
soit il appartient à un groupe que la législation révolutionnaire jugera potentiellement dangereux, comme les parents d'émigrés, les sujets des puissances en guerre avec la République, les fonctionnaires déchus, etc. Et donc, on a pris toute une série de décrets ordonnant, dans un premier temps, l'éloignement des suspects des places assiégées ou menacées de l'être, puis leur désarmement. Et le premier décret, c'était dès septembre 1792, puis leur désarmement en mars 1793, et puis par la suite, leur arrestation dans certains cas précis. Un décret du 2 juin a ordonné à la mise en arrestation, et je cite, dans toute l'étendue de la République, de toutes les personnes notoirement suspectes d'aristocratie et d'incivisme. Officiellement, même quand les suspects sont mis en état d'arrestation, il ne s'agit donc pas d'une punition, mais d'un acte de salut public. Si l'on revient aux garanties judiciaires de la Déclaration des droits de l'homme, on voit que cette catégorie de suspects fait clairement une entorse à ces principes comme à la lettre de plusieurs articles. En tant que telle, cette catégorie de suspects était en quelque sorte synonyme d'arbitraire, d'abus et d'injustice. Néanmoins, à tort ou à raison, des révolutionnaires comme Prieur la voyaient comme nécessaire pour prévenir autant que possible les actes contre-révolutionnaires, et paradoxalement, comme des historiens comme Sophie Vanish ont observé, créer cette catégorie était aussi une manière de réduire la violence en mettant les suspects à l'abri de la vindicte populaire. Cependant, Prieur et ses collègues étaient conscients de tous les problèmes posés par la catégorie des suspects vis-à-vis de leurs principes, et c'est pour ça que c'est une catégorie qui a tendance à se rétrécir au fil de la législation révolutionnaire. Cette législation vient encadrer ce qui était au départ, comme je disais, un peu une pratique sauvage. Cela est vrai du premier décret qui avait évoqué les suspects dès la crise de Varennes en juillet 1791, comme des décrets de fin mars 1793 qui ont créé les comités de surveillance, ou du décret du 17 septembre 1793 dit des suspects, et qu'on cite à tort comme ayant créé ce concept. Ou encore du décret adopté 3 jours après celui qui a établi le gouvernement révolutionnaire, soit le 17 Brumaire en 2, 7 décembre 1793, pour obliger les comités de surveillance à enregistrer le motif de l'arrestation des détenus qui ne rentreraient pas dans les catégories établies par le décret du 17 septembre. Il s'agissait de réduire autant que possible l'arbitraire en délimitant les catégories de suspects, et dans le cas des comités de surveillance, on confie, dans ce cas comme dans beaucoup d'autres, la répression, encore une fois, à des instances locales, élues, sous la surveillance des représentants en mission. Donc, Prieur a contribué à faire exécuter notamment ce décret du 17 Brumaire en 2, 7 décembre 1793, notamment le premier Ventose en 2, c'est-à-dire le 19 février 1794, Prieur a pris un arrêté pour obliger le district de Vannes à donner, et je cite, à tous les comités de surveillance de son étendue l'injonction précise de fournir sous huitaine la liste des détenus, les causes de l'arrestation, avec les observations à chaque individu, et à y ajouter ses propres observations. Et à la base de certaines de ces observations, Prieur personnellement fait libérer un certain nombre de gens. Une rature sur cet exemplaire de l'arrêté. Prieur corrige l'administration de chaque district en l'administration du district, fait penser qu'il songeait peut-être à généraliser la mesure, mais s'il a fait, je n'ai pas retrouvé la trace, ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose parce que la conservation des sources n'est pas toujours parfaite. Mais quoi qu'il en soit, on peut rapporter cet arrêté à ce décret du 17 Brumaire, selon lequel les comités de surveillance étaient tenus d'insérer sur un registre qui tiendront à cet effet les motifs des arrestations et de présenter ce registre aux représentants en mission. Et donc, il y a de toute façon dans ce décret, comme dans l'arrêté de Prieur, une volonté manifeste de réduire autant que possible l'arbitraire qui était inévitable avec l'arrestation des suspects, sans renoncer tout de suite à cette mesure toujours vue comme indispensable.
Mais on peut voir la même volonté aussi dans l'impatience de Prieur de voir s'établir des commissions populaires dans les départements, à l'instar de celle de Paris, dont une partie a réellement fonctionné, comme l'a démontré Annie Jourdan, pour trier les suspects. Et encore une fois, pour montrer toute la complexité des choses, ces commissions populaires pour trier les détenus étaient établies par le fameux décret du 22 prairial qui a donc ses côtés, si on veut, positifs. Et donc, ultérieurement, Prieur a également fait appliquer le décret qui mettait en liberté les suspects des communes de moins de 1200 habitants. Et il y a vraiment une volonté chez les révolutionnaires comme Prieur de réduire au fil du temps. Et puis l'idée c'est d'éliminer à la fin la catégorie des suspects. Mais petite parenthèse, si je peux, pour un petit quiz, c'est le diapo suivant. À votre avis, combien y a-t-il eu de suspects? 500 000. On a des gens qui disent 500 000, d'autres idées? 70 000. On peut passer au diapo suivant pour avoir la réponse. C'est que malheureusement, nul ne sait. Ce qui n'empêche malheureusement pas certains historiens de citer avec beaucoup de confiance l'un ou l'autre de ces chiffres. Le problème, c'est que ce sont des estimations plus ou moins fiables qui ont été données par différents historiens à différents moments, mais qui ne sont pas vraiment basées sur une étude rigoureuse, d'une part, et de l'autre, parfois on a tendance à confondre suspects et détenus, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y avait des détenus de droit commun, des détenus qui étaient prévenus d'un crime de contre-révolution, et il y avait des suspects qui n'étaient pas emprisonnés. Et donc, en vrai, c'est quelque chose qui demanderait une enquête poussée. Je sais qu'une grande enquête a été menée sur les comités de surveillance. J'ignore si faire une nouvelle estimation du nombre de suspects faisait partie de ces objectifs. Mais en tout cas, je n'ai pas vu moi-même d'estimation depuis celle de Louis Jacob dans les suspects de 1952, ce qui est un tout petit peu embêtant. Et je peux, si vous voulez, entrer dans plus de détails sur les origines de ces chiffres, mais faute de temps, je vais sauter un peu tout ça, mais juste pour dire à quel point on reste dans le flou sur beaucoup de points par rapport à la répression révolutionnaire. Donc, en tout cas, même en admettant que ce serait l'estimation basse qui était juste, on ne sait pas, mais en admettant, il faut reconnaître que même pour emprisonner 70 000 personnes, l'infrastructure n'existait pas vraiment pour détenir plusieurs milliers de personnes en toute sécurité et salubrité. L'état déplorable de la plupart des prisons à l'époque révolutionnaire a été celui du XVIIIe siècle. La Révolution n'a pas créé ce problème, mais elle ne l'a pas résolu non plus. Ceci dit, on peut passer au diapo suivant. Certains arrêtés pris par Prieur de la Marne pendant ses missions suggèrent que ces mauvaises conditions étaient loin d'être voulues par les révolutionnaires. Ainsi, on peut voir dans son arrêté du 8 Messidor en 3, 28 juin 1794, sur le château de Josselin, dans le Morbihan, qui était utilisé comme prison, il reconnaît qu'il y a des problèmes de salubrité, notamment dans cette prison, et il essaie d'y remédier par cet arrêté. Donc, vous pouvez lire le détail. En tout cas, Prieur comprenait qu'une part plus ou moins grande des divers groupes traités comme suspects non seulement ne complotaient pas contre la République, mais voulaient sincèrement son triomphe sur ses ennemis.
C'est pour cela qu'il avait mis en garde la Convention contre la prise de mesures contre les étrangers en mars 1793. Elles ne seraient pas efficaces si elles étaient généralisées, mais que s'ils étaient généralisés, mais en les généralisant, on léserait ici les amis de la liberté qui avaient choisi la République française comme, je cite encore, patrie adoptive. Ultimement, en acceptant de traiter certaines catégories de personnes comme suspectes, on demandait aux patriotes au sein de ces groupes de considérer ce traitement comme un sacrifice fait au salut de la République. Et donc on peut comprendre pourquoi Prieur était prêt à faire cette demande dans le contexte de la mobilisation générale qu'il tâchait d'impulser à ce moment-là. Je pense qu'ici, l'idée mise en avant par l'historienne Anne Simonin d'un état de siège fictif civil peut être utile ici, comme l'idée prise dans le droit naturel de l'état de guerre. Le conflit entre révolution et contre-révolution, autant et plus que celui qui opposait officiellement la République française à la coalition, a créé de fait l'état de guerre. En revanche, l'état de siège fictif civil était une réponse à l'état de guerre qui permettait de traiter toute la République comme une ville assiégée, tout en conservant le pouvoir dans les mains des civils, et plus précisément en conformité avec le principe de ce qu'on a appelé la centralité législative, cette idée que comme c'est la législature qui représente la souveraineté populaire, les décisions devraient être prises à ce niveau-là. Et donc, l'état de siège, qui était justifié quand ce n'est pas quelque chose de fictif, qui est justifié par le besoin de sauver la ville, demande des sacrifices aux habitants. Et c'est ce qui arrive à l'époque de la Convention dès le début, en fait, parce que la France est déjà en guerre. En effet, Prieur demandait, tant que durerait cet état de siège fictif civil, c'est-à-dire d'après la législation révolutionnaire jusqu'à la paix, à tous les citoyens de faire des sacrifices pour le salut de la République, pas uniquement aux suspects. Et c'est là où on peut passer à la suite. Et on en vient là au lien entre la répression et l'effort de guerre. C'est un vaste sujet que je peux qu'évoquer aujourd'hui, faute de temps. Mais on remarquera qu'à partir de février 1793, le recrutement n'allait plus sans contrainte, et donc répression contre la désertion, que le maximum des prix sur les produits de première nécessité, tant pour les consommateurs que pour les besoins de l'armée, a souvent été reçu de très mauvais gré, et que les représentants en mission comme Prieur, qui surveillaient étroitement son application, n'ont pas hésité à réprimer les abus, c'est-à-dire vente au-dessus du prix du maximum, refus d'apporter ses marchandises au marché public, refus d'accepter des assignats, etc. Et cela vaut aussi pour la réquisition directe des matériaux et des subsistances pour les armées, comme pour la discipline stricte imposée aux artisans réquisitionnés pour travailler dans les ateliers et chantiers de la République, tout en prenant en même temps, il n'y avait pas que la répression, évidemment. Pour ces travailleurs des industries de la guerre, on a pris des mesures sociales en leur faveur, comme une subsistance assurée, l'instruction gratuite, des congés maladie payés, des primes, etc. Mais voilà, la discipline faisait partie de la chose. Et donc il s'agissait pour Prieur de demander des sacrifices à tout le monde pour sauver la République. Pour lui, les suspects, amis de la liberté, devaient prendre la chose ainsi. En temps normal, on n'incarcérerait pas des gens suspects, bien entendu, mais en temps normal, on ne demanderait pas non plus aux jeunes hommes de 18 à 25 ans de risquer leur vie sur le champ de bataille, pas plus qu'on ne défendrait aux cordonniers de travailler pour des clients privés, ou aux armuriers de quitter leur atelier, ou que l'on ne nierait aux fonctionnaires la possibilité de prendre de congés. S'il fallait provisoirement limiter par la loi l'exercice de certaines libertés pour sauver la République, cela paraissait justifié a priori. Mais encore une fois, il s'agissait de limiter autant que possible l'arbitraire et d'assurer autant que possible l'exercice des droits par ailleurs. Et c'est
quelque chose qu'on a sans doute pu voir dans les autres conférences au fil de cette année. C'est traité dans beaucoup de chapitres de mon livre, dans les travaux. Donc je reprends sur cette question du mot d'ordre de la terreur à l'ordre du jour. Prieure arrive à Vannes, chef-lieu du département du Morbihan, le premier brumaire en 2. Il a été envoyé depuis Brest où il était en mission pour grosso modo sauver la marine de la République. Mais après quelques semaines à Brest, il arrive à une rumeur d'un soulèvement dans le Morbihan qui était tout à fait crédible car la région avait déjà connu des soulèvements anti-révolutionnaires en mars. Et donc on a envoyé Prieure avec une force armée dans le Morbihan, mais après avoir vérifié qu'en l'occurrence il s'agissait d'une fausse alarme, Prieure a profité de sa présence sur place pour faire discuter à l'aide de l'Assemblée des habitants de Vannes, les administrateurs et les municipaux qui avaient trempé dans la révolte dite fédéraliste pendant l'été, et de les faire remplacer encore une fois en consultant à l'Assemblée des habitants de Vannes, et de veiller justement à l'exécution d'une partie des lois qui avaient été complètement ignorées par les administrateurs précédents. Puis le dit Brumaire, donc pas du tout dès son arrivée, et donc le récit qui veut que la terreur à l'ordre du jour était l'établissement de la terreur avec un T majuscule à Vannes, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, ne tient pas, mais voilà, on aurait tendance à croire que si c'était ça le but, il aurait fait dès le début. Mais donc 10 jours après son arrivée, il prend l'arrêté qu'on peut voir au diapo suivant. Voilà, désolé, c'est un peu long et je vous ai donné l'original avec toutes les ratures et tout. Mais grosso modo, on lit sur cet arrêté que, aux yeux de Prieure, la contre-révolution ayant été active sous diverses formes à Vannes, il convenait de mettre la terreur à l'ordre du jour, c'est l'expression qu'il utilise, et donc il arrête que ce sera le cas, que la terreur sera mise à l'ordre du jour à Vannes. Mais concrètement, de quoi s'agit-il ? Il s'agissait de la prise de mesures contre les suspects et les contre-révolutionnaires dans la ville de Vannes, avec, comme on voit dans les articles, la recherche des armes et des accaparements éventuels. L'article le plus intéressant pour nous, c'est toutefois l'article 7, où il dit, je cite, « L'exécution du présent arrêté aura lieu depuis 10h du matin jusqu'à l'instant où le comité de surveillance déclarera que ces opérations sont terminées. La terreur à l'ordre du jour, comme tous les ordres du jour, est limitée dans le temps. Tout concourt à faire penser qu'elle ne correspond qu'à ces mesures commencées et finies vraisemblablement en un jour, même si, encore une fois, on peut voir que les effets pouvaient être plus durables. Mais la correspondance de Prieure avec ses collègues confirme cette lecture, que l'ordre du jour, c'est vraiment un ordre du jour comme dans un assemblée, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et puis demain on passe à autre chose. Sa lettre à Tréloire, du 12e jour du 2e mois, c'est-à-dire 2 novembre 1793, est particulièrement claire sur ce point. Il dit « J'ai mis hier par un arrêté formel la terreur contre les ennemis du peuple à l'ordre du jour. La ville a été cernée, les canons braqués, la générale battue, toutes les troupes sous les armes. Les visites domiciliaires ont été faites dans toutes les maisons et près de 200 gens suspects sont actuellement dans la maison d'arrestation. J'ai cru cette mesure indispensable dans un pays qu'il s'agit de régénérer et demain, nous célébrons la fête des sans-culottes. » Donc la terreur avait été mise à l'ordre du jour, les suspects avaient été arrêtés, on pouvait désormais passer à autre chose, en l'occurrence la célébration d'une fête. De même, Prieure a conseillé à Tréloire, qui était Belle-Île-en-Mer, juste au large du Morbihan, que ce serait une bien bonne mesure pour votre île que cette terreur à l'ordre du jour, vous feriez alors transporter sur le continent tout ce qui serait suspect.
on prend des mesures associées avec la terreur à l'ordre du jour, on complète cette étape et on passe alors à la prochaine. Et donc cette lecture confirme, s'il en était encore besoin, qu'il ne s'agit pas du tout pour ces acteurs d'identifier toute leur politique à la terreur. La terreur, encore une fois, avec un T minuscule, est une politique, entre autres, constituée par des mesures précises. Mettre la terreur à l'ordre du jour n'est pas mettre toute politique adoptée désormais sous le signe de la terreur, et encore moins établir la terreur telle que nous la connaissons. Pour rappel, la Convention montagnarde a adopté beaucoup de politiques, soit qui tendaient à la fondation de la République, soit qui figuraient parmi les décrets provisoires, qui n'appartenaient pas à l'univers de la répression, et que même un représentant envoyé comme prieur dans des départements considérés comme difficiles a participé à mettre en œuvre. Encourager la participation politique dans les assemblées primaires, avec la démocratie communale, toutes les élections locales. Il faut se rappeler que quasiment tous les postes publics a été élu à cette époque et qu'au niveau communal, le plus souvent, les élections ont continué, même à l'an 2. Voilà, il a aussi, Prieur et plusieurs de ses collègues ont encouragé le développement à la fondation des sociétés populaires. Il défendait le droit de tous à la subsistance, au secours, à un travail. Il mettait en place l'instruction primaire gratuite et obligatoire, suivant l'adoption de la loi Bouquier en décembre 1793. Prieur cherchait à établir jusque dans l'armée une discipline démocratique avec l'élection des officiers, la fin des châtiments corporels et du contrôle des officiers sur la vie des soldats en dehors de leur devoir officiel, parce qu'il faut reconnaître que les soldats sous l'Ancien Régime n'avaient vraiment aucun droit, ils ne pouvaient même pas se marier sans l'accord de leur supérieur, et c'est quelque chose qui n'était pas acceptable pour les révolutionnaires, les soldats devant être des soldats citoyens. Ils célébraient des fêtes publiques, ils subventionnaient les arts, etc. Et donc, c'est problématique, à mon sens, de dire que tout ça, comme on l'a fait, relève des politiques de la terreur. Parce que certes, on usait la répression dans certains de ces domaines, notamment militaires et économiques, mais il ne va pas du tout de soi, à mon sens, de dire que, par exemple, la politique culturelle de la Convention relève d'une politique de la terreur. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut interroger. Mais voilà, on en vient un peu aux limites de la volonté de réconcilier la répression avec les principes des droits de l'homme et du citoyen. Il s'agit des ères de guerre civile, et notamment de la Vendée. Et donc, on peut passer au diapo suivant. Là, c'est juste pour rappeler un peu les contours géographiques de cette ère des guerres civiles. Je ne peux pas trop m'étendre à ce sujet, faute de temps, mais je ne peux pas parler évidemment de répression, terreur et droits de l'homme à travers l'exemple de Prieur de la Marne sans citer la guerre de Vendée, même si l'implication directe de Prieur dans cette guerre a été limitée, à part justement pendant la séquence de ce qu'on a appelé la virée des Galernes, où une partie de l'armée dite catholique et royale a traversé la Loire à la recherche d'un port livré aux Britanniques, comme Toulon avait été livré aux Britanniques, et on peut voir ça avec les flèches, la trajectoire de cette armée qui a été poursuivie par les républicains. Et à ce moment-là, Prieur a suivi l'armée de l'Ouest. C'était en primaire niveau en 2, c'est-à-dire décembre 1793, janvier 1794. Et jusqu'à la reprise de Noirmoutier, début janvier 1794. Ensuite, son implication a été bien moindre. Il a été nommé pour remplacer Carrier à Nantes. Il va passer 4 à 5 jours en Vendée militaire à 2 reprises. La première fois début Ventose, c'est-à-dire fin février 1794,
Et la seconde fois à la mi-germinale, c'est-à-dire fin mars, début avril. Mais il n'a jamais officiellement été représentant à l'armée de l'Ouest, alors qu'il y a pendant ce même temps des représentants à l'armée de l'Ouest. Ce nonobstant, et là on peut passer au diapo suivant, Pryor, de concert avec différents collègues à l'armée de l'Ouest ou juste sur place, a établi plusieurs commissions militaires pour juger les rebelles pris les armes à la main, qui devaient être, selon la législation révolutionnaire, condamnés à mort. Et en soi, comme on l'a vu, cela ne posait pas de problème pour Pryor au niveau des principes, car il s'agissait plutôt d'une défense des droits de l'homme et du citoyen que de leur violation. Mais en pratique, cependant, certaines commissions étaient moins scrupuleuses que d'autres, et ça se voit dans la différence des nombres de condamnés à mort. Une partie de cela, c'est le contexte, le nombre de prisonniers, mais une partie, c'est aussi les dérives de certaines commissions qui ont procédé à des jugements collectifs et qui étaient parfois peu regardants sur le statut de combattant du moment où un prisonnier avait accompagné l'armée catholique et royale. Rien de tout cela n'était prévu dans les arrêtés pris par Pryor et ses collègues, mais on peut considérer qu'il en porte à sa part de responsabilité, car il n'a pas su prévenir ces abus. Autre source d'abus et même de véritables atrocités, tant la guerre irrégulière peut se prêter facilement aux dérives de ce que le spécialiste d'histoire militaire Hervé Drévillon appelle la violence transgressive. Donc, autre source d'abus a été le soutien de Pryor au plan dit de Thureau, même si en réalité c'est un plan qui avait été élaboré non pas par le général Thureau, mais dès fin juillet, début août 1793, dans un arrêté du comité de salut public du 26 juillet 1793, puis par le décret du 1er août qui a repris ces dispositions. Donc Pryor et ses collègues considéraient, je crois sincèrement, que ce plan était le seul à même de mettre rapidement fin à la guerre de Vendée. Il faut dire que la plupart des historiens de cette guerre en doutent, mais personnellement je ne suis pas assez spécialiste des questions militaires pour trancher. Pryor semble en tout cas avoir sincèrement cru que ce plan était nécessaire. Et ce plan, en quoi consistait-il ? Il consistait à faire sillonner la Vendée militaire par plusieurs colonnes d'armées, pratiquant ce qu'on appellerait aujourd'hui une campagne de terre brûlée, en faisant évacuer les villageois et avant tout, je cite, femmes, enfants et vieillards, considérés d'office comme des non-combattants. Pryor, pour sa part, a toujours insisté sur ce dernier point et il a fait débloquer des sommes non négligeables pour venir au secours de ces réfugiés de la Vendée. Mais on sait par de nombreux témoignages que les colonnes se sont livrées au massacre de civils désarmés, y compris d'enfants, parfois de villages entiers, et que, grosso modo, la Vendée militaire était dévolue un peu en spirale de représailles, où des atrocités commises par les uns appelaient celles des autres, pas systématiquement, comme l'existence des réfugiés le démontre, mais trop souvent. Et la faute peut largement être attribuée, à mon sens, dans le cas des abus des commissions militaires, comme dans celle des exactions en Vendée militaire, un défaut très dommageable de surveillance. Erreur qu'on peut dire grave, non seulement à cause des conséquences tragiques qu'elle a produites, mais aussi parce que Pryor et ses collègues connaissaient l'importance de la surveillance et tout le principe des représentants en mission, et qu'ils ont bien appliqué ailleurs cette surveillance sur les autorités civiles et militaires. Anne Roland-Bulstrode a bien résumé la situation en Vendée militaire par le terme de généralocratie. Par la nature même du plan dit Thureau, avec le morcellement des forces, l'armée échappait au contrôle des civils, dont les représentants du peuple. Et je pense que c'est pas sans incidence sur les atrocités qui se sont commises. On en arrive là, en quelque sorte, à la terreur sans vertu dont Robespierre avait prévenu. En ce qui concerne la guerre de Vendée, les résultats ont effectivement été funestes, pour le citer encore. On peut passer au bilan. Comme je disais au début, le cas de Pryor de la Marne n'est pas
représentatif de tous les usages de l'arsenal répressif de la période du gouvernement révolutionnaire. Il y a certaines problématiques qui sont laissées de côté. Il y a effectivement des représentants en mission qui ont abusé de leur pouvoir, ce qui n'est pas vraiment le cas de Pryor. Et donc, en ne citant que lui, on a tendance à oublier ce côté des choses. Il était, encore une fois, pas à Paris pendant l'an 2, et donc tout ce qui relève de la lutte des factions et des thermidors, on ne peut pas vraiment en parler en prenant Pryor comme exemple. Ensuite, on peut dire quand même que Pryor représente en quelque sorte une tentative vraiment sincère de respecter au maximum les droits de l'homme et du citoyen, tout en prenant, ça devrait être tout sans eux, en prenant en compte les exigences de la défense de la République qui était vue comme le seul cadre possible de l'exercice de ses droits. Comme on a eu l'occasion de voir, même dans ce cas, Pryor pouvait cautionner les entorses à la lettre de la Déclaration des droits. C'est notamment le cas de l'arrestation des suspects, avec des résultats qui pouvaient être injustes, voire tragiques, dans le cas du défaut de surveillance dans les aires de guerre civile. Sans parler de ces outils qu'il a aidé à mettre entre les mains d'acteurs moins scrupuleux. Néanmoins, je pense qu'il convient vraiment de rappeler que ne rien faire, oui, les révolutionnaires auraient pu ne rien faire, mais ça n'aurait pas été sans conséquence, car il y avait réellement des contre-révolutionnaires, des ennemis de la République, qui étaient très très loin d'être pacifistes. Enfin, la terreur, encore une fois, avec un T minuscule, et la répression étaient des outils dont un représentant comme Prieur de la Marne pouvait se servir pour fonder et défendre la République, mais c'était loin d'être l'essentiel des politiques de la Convention montagnarde. Il y a beaucoup d'études qui le démontrent. J'ai pas eu tellement le temps d'en parler aujourd'hui, mais vous n'avez pas besoin de me croire sur parole. À la répression, c'est pas au centre des préoccupations de la Convention montagnarde. En tout cas, l'exemple de Pryor suggère qu'il serait temps de ne plus englober toute l'œuvre de l'an 2 dans un régime de la terreur avec un T majuscule, qui est, comme on l'a vu au début, plus conforme à la légende, à la propagande thermidorienne, qu'à la pratique véritable des acteurs de l'an 2. Et enfin, je pense qu'au lieu de parler des politiques de la terreur, ne serait-ce qu'au pluriel, comme on fait dans certains livres savants, je pense que ce serait plus logique de parler de la terreur avec un T majuscule comme l'une des politiques de l'an 2. Donc, je pense que là, il y a aussi des leçons qu'on pourrait tirer de toute cette période pour nous aujourd'hui. Je n'entre pas trop dans le détail, à moins qu'on me le demande, parce que ce faisant, je quitterai un peu mon rôle d'historienne pour entrer plutôt dans un rôle de citoyenne, mais je pense en tout cas qu'on ne peut pas bien agir en citoyen aujourd'hui en ayant une idée fausse de cette histoire-là. Je vous remercie.